Salut à tous et bienvenue dans la Mativale. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes avec vos proches, en famille. Ce matin, petit live des vacances, petit live où on va faire le bilan des sorties de 2025, notamment sous l'aspect collection. On va établir pas mal de bilans de toute façon en cette fin d'année avec PL, notamment dans le podcast de la rentrée où on élira le meilleur set de Magic, on élira les meilleurs produits multi-TCG. Bref, on fera un petit peu le bilan de cette année, ça sera cool. Et puis là, ce matin, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai bien envie d'essayer, de discuter, d'échanger avec vous, de partager ma passion pour la collection, pour les cartes, et surtout de vous présenter quelles sont pour moi, mais en même temps ça sera sujet à débat parce que vous êtes présents en live, quelles sont les plus belles cartes pour chaque TCG. Alors on va restreindre au TCG qu'on suit régulièrement, ou à minima que je collectionne, et pas forcément à tous les TCG de l'univers TCG, sinon c'est pas possible. Et donc voilà, on va s'intéresser un petit peu à quels sont les bangers sortis cette année en termes de collection, en termes de visuel, en termes d'illustration, en termes de frame, en termes de... Voilà, vous l'avez compris, en termes de beauté visuelle, ce sera évidemment purement subjectif, hein. Votre carte préférée n'est pas forcément ma carte préférée et c'est pas grave, l'idée c'est surtout de créer un prétexte pour pouvoir en discuter. Et une fois qu'on aura éli les 7 plus belles cartes des 7 TCG que j'ai sélectionnés, bah, on essaiera de décider quelle est la plus jolie, quelle est la plus belle, quelle est celle qui nous a fait le plus rêver, qui est la plus désirable. Voilà. On peut commencer. Je vais ouvrir tous les onglets. Au niveau des TCG que j'ai choisi, la team. Voilà, on va commencer par Magic. Au niveau des TCG que j'ai choisi, il y a Magic. Parce qu'on ne peut pas faire tous les TCG, tu vois. Évidemment, il y a plein d'autres TCG qui font des belles cartes, mais si on traite de tout, c'est pas possible, quoi. On va faire Magic, Lorcana, Altered, Pokémon, One Piece, Flesh and Blood et Star Wars Unlimited. Donc si vous êtes collectionneur parmi un de ces sets-là, bah, n'hésitez pas à échanger avec moi sur quels sont vos petits bangers, quoi. On commence par Magic, la team. Je suis sur Magicville pour vous afficher les cartes et pour réfléchir avec vous sur quelles sont les plus belles cartes de l'année. Dans les plus belles cartes de l'année, moi je trouve qu'il y a eu des collabs Universe Beyond déjà. Typiquement, je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui Final Fantasy ça a été un banger absolu. Donc je pense qu'on peut aller commencer par là. Moi j'en ai une en tête qui vient pas de Final Fantasy. Mais sur Final Fantasy, moi je trouve que Kefka, voilà, quand j'ai vu cette carte, et je vous en avais parlé, j'ai direct, je connais pas le personnage, je connais pas la licence FF, mais quand j'ai vu l'illustration, le code couleur, le côté un peu Hisoka ou Dio Brando, voilà, Kefka m'a un peu matrixé. Donc l'illustration de Xuiton, que je ne connaissais pas, et que je trouve vraiment, vraiment magnifique. Voilà, la carte est stylée, la carte est belle, le code couleur est cool, le personnage est incroyable, et donc ça fait partie des cartes qui ont créé une certaine désirabilité chez moi. Il y a notamment la version alternative là qui est quand même très jolie aussi, un peu estampe japonaise d'époque. Voilà, celle-là je la trouve cool. Que les gens comprennent bien, vraiment je vais répéter pour qu'on comprenne. On cherche à élire la plus belle carte du TCG 2025. C'est à la fois subjectif, alors, ce qui est beau pour moi ne l'est peut-être pas pour vous, et surtout ce n'est pas monocritère. On ne cherche pas la plus belle illustration, on ne cherche pas le plus beau traitement, on ne cherche pas la plus belle frame, on ne cherche pas la plus belle cote, on ne cherche pas la plus belle rareté. On cherche un mix de tout ça, un espèce de mix and twist qui rend la carte désirable, une carte que vous avez eu envie de collectionner, que vous trouvez particulièrement belle, particulièrement attrayante. Ça peut être pour son illustration, ça peut être pour sa frame, pour son embossage, sa texture, son foil, ça peut être pour tout. Voilà, ça peut être pour tout. Voilà, moi je voulais mentionner Kefka parce que je trouve la carte magnifique, mais c'est pas la carte qui pour moi a été la plus désirable cette année. Si jamais on s'intéresse purement à Magic, une carte que j'ai failli cliquer et que je risque de cliquer à un moment et que je trouve vraiment jolie et que j'ai envie de collectionner, avoir dans ma collection, il faut aller côté Spider-Man. Ouais, je sais, Spider-Man, ça va étonner des gens. On sait que le set, il a plutôt semi-flop et que les gens trouvent pas forcément leur bonheur dans ce set. Mais moi, il y a une carte que je trouve exceptionnelle. C'est la carte de Miles Morales en version comics. Donc celle-là, qui, quand vous la transformez, à ce visuel-là, l'Ultimate Spider-Man,
Comics Edition, qui se monnaie maintenant aux alentours de 50 ou 60 euros, ce que je trouve vraiment mais hyper abordable pour cette carte-là. Et voilà, je la trouve fantastique, cette carte. Je la trouve fantastique. En tout cas, c'est la carte qui, quand je l'ai vue de Magic cette année en 2025, m'a le plus titillé en mode putain, j'ai trop envie d'avoir cette carte-là, quoi. Je mettrai le Hugin alternatif. On peut aller voir à quoi il ressemble le Hugin alternatif. On va voir si ça me fait changer d'avis. Je suis prêt de prendre vos retours parce que je peux pas penser à toutes les options, hein, évidemment. Ah, celui-là, tu parles? En tout cas, ça peut être celui-là aussi. Là, en plus, on a une technique de foil un peu sympa. Ok, je comprends. Je comprends. Ça me parle moins, tu vois, j'ai pas forcément envie d'avoir cette carte encadrée dans mon décor. Je la trouve belle, plus pour pimper. Si jamais je voulais jouer Hugin dans un deck, j'aimerais bien avoir cette version-là. J'aime bien, là pour le coup, la technique de foil, même si là on le voit pas trop parce que c'est une photo et que j'ai pas la carte pour vous la montrer. Là on a un espèce de search foil qui est appliqué même sur la frame, sur le côté. Pas mal du tout. J'entends, mais je suis quand même pour l'instant sur mon Spider-Man, quoi. Les terrains de Edge of Eternities, je vous rejoins sur le fait qu'ils sont magnifiques. On va aller les voir. Alors, si vous me parlez des versions Hublot, on n'est pas ensemble. Moi, je suis pas du tout team Hublot. Par contre, la Super Void, là, c'est quelque chose aussi, hein. C'est quelque chose. Edge of Eternities, c'est beau. En vrai, je dois le reconnaître, c'est très très beau. Exalted Unborn dans Edge of Eternities en full art. C'est laquelle, Exalted Unborn? Ah ouais. Mais tu vois, je la trouve plus jolie comme ça que comme ça. Genre là, c'est vrai qu'elle est belle, elle. Pour le coup, Scott McFisher, je dis Mac alors que c'est M. Mais j'avais envie, ça sonnait bien Scott McFisher. Il parle des terrains de base. Ah ouais, mais les gars, là on cherche les cartes les plus désirables en termes de collectionnabilité. Comme je vous ai dit, on va pas se baser que sur l'illustration. Et pour le coup, des terrains de base, ils ont beau être magnifiques, hein. C'est pas une grosse carte de collection, c'est pas désirable pour le coup. Ça rentre pas dans les critères de ce qu'on cherche ce matin. On pourrait faire un top des plus belles illustrations, et auquel cas, on ne se soucierait pas de la collectionnabilité, de la désirabilité, des traitements et compagnie, on jugerait juste le côté artistique. C'est pas le propos de ce matin. Ah mais oui, je vois très bien duquel tu parles. La version... ouais. Ah, il est magnifique. Ah, je suis tellement d'accord. Ah, le Sliver Overlord, il a un truc, ouais. Le côté... un peu affiche de vieux jeux d'arcade, vous voyez, années 80. Un peu bande d'arcade. Ou alors vieux film de SF. Un peu nanar. Il y a un truc cinéma, quoi. Exceptionnel, ce sliver. Je l'ai ouvert en non-foil. Mais ça peut prendre la place de mon Spider-Man, quand même. Je vais aller voir quand même dans... Il y a de très très belles cartes dans Final Fantasy, ils ont fait des très beaux traitements aussi. Je vous ai montré évidemment le Kefka, mais on a des très belles versions full art. J'adore pareil, l'aura farming de ce Sephiroth, avec le fond uni et le numéro 7 qui représente donc du coup le 7e jeu Final Fantasy. J'avoue que je suis pas insensible. J'avoue que quand j'ai vu la carte, j'ai trouvé plutôt cool. Je trouve ce Sephiroth là... vous allez me prendre pour un fou, et peut-être que vous allez me comprendre. C'est évidemment une illustration de Tetsuya Nomura, mais je trouve qu'il y a une petite patte Magali Villeneuve. Vous le voyez ou je suis fou? Je suis peut-être fou, attention. Mais je trouve dans un peu les ombrages, le coup de crayon, tu m'aurais dit que cette carte elle avait été faite par Magali, je t'aurais dit ouais, ok, je comprends, c'est pas totalement à côté de son style habituel, je trouve. Pour moi, fou du bus, mais c'est ok. Je suis peut-être fou du bus. Pardonnez-moi pour cette take. Moi, je trouve, voilà, je trouve qu'il y a une petite vibe Magali, mais bref. Non, en fait, lui, il est fou. Par contre, lui, ce qui me gêne, pareil, c'est qu'on a juste pris un art et on l'a étendu.
La carte, il n'y a pas une certaine singularité ou un traitement particulier sur la carte qui la rend plus collectionnable ou désirable. Je veux dire, là, la carte, tu l'aimes que pour l'illu, quoi. Bon, bah, je vous remonte mon banger. Je crois que j'ai pas changé d'avis et c'est pas grave. En vrai, on a le droit d'avoir tous des bangers différents. Mais moi, en tout cas, la carte que je désire le plus cette année, c'est Miles Morales en version showcase alternative, traitement de iconic covers, il l'appelle. Et le côté iconic covers foil avec cette espèce de Spider-Man en action, en gros plan, avec la ville derrière, ouais, ça m'a eu. Ça m'a eu, et vous savez quoi, ce qui me fait plaisir en plus, c'est que ça donne un peu de force à un set qui a été boudé pour de bonnes et de mauvaises raisons, je pense. Pas que des bonnes raisons. Et ça me fait plaisir de donner un peu à bouffer à Spider-Man, qui a été un peu le set naze de cette année. Moi, en tout cas, la carte qui m'a le plus matrixé, c'est celle-là. Pas loin derrière, on a la version de Peter Parker, hein, je vous la montre quand même. Est-ce que c'est celle-là? C'est celle-là, la version Amazing Spider-Man, pareil, iconic covers, mais que je trouve juste moins esthétique, moins jolie que celle-là. Il y a aussi donc la version de Venom, hein, histoire de tous les faire, la version d'Eddie Brock, avec pareil, hein, iconic cover de Venom. Elle est peut-être même plus connue que toutes les autres covers, celle-là. Très jolie aussi. Quelles sont les mauvaises raisons? Bah, les gens ont juste dépensé des millions et des tétramillions dans Final Fantasy, et quand il y a eu Spider-Man qui est sorti, bah, tout le monde a dit « Oh, on n'a plus faim. Les Universe Beyond, finalement, c'est de la merde. » Ouais, mais c'était pas de la merde quand c'était Final Fantasy. Donc, d'après moi, la sensation que j'ai, et ce sera jamais vérifiable, c'est une take, hein, c'est que si Spider-Man était sorti avant Final Fantasy, je pense pas que Final Fantasy aurait flop comme Spider-Man a flop. Je pense qu'il y avait quand même une disparité d'attente et de réception du set, mais je pense que Spider-Man n'aurait pas flop s'il était sorti avant Final Fantasy. Et que c'est une question de timing et de trop-plein et pas tellement inhérent à la qualité ou à la désirabilité du set. Ça, pour moi, c'est le banger de l'année et vous avez le droit de pas être d'accord. Lorcana, la team. Lorcana. Lorcana, ils sont partis de loin. Je trouve qu'au début, ils avaient de la peine, à part pour le set numéro 1, qui est toujours le set de sortie, avec, voilà, on connaît l'histoire de la Elsa, qui a vraiment spiké et tout. Je trouve que les cartes étaient pas très belles. Je trouve que les enchantés étaient pas très travaillés, il n'y avait pas de texture. Voilà, ils partaient de loin sur la désirabilité, la collection, l'attrait visuel d'une carte. Et je trouve qu'ils se sont bien améliorés, notamment en 2025. En dehors des price cards qui sont toujours très jolis, ils ont rajouté des traitements alternatifs, les enchantés ont plus de gueule, il y a plus de textures, d'embossage, des foils différents, sélectifs. Voilà, ils ont vraiment travaillé à rendre les cartes enchantées un peu plus désirables, et surtout ils ont sorti les iconiques. Et les iconiques, pour le coup, en termes d'attrait visuel, la carte est d'une complexité, d'une finesse, d'une richesse visuelle assez intéressante. On va notamment aller voir le Mickey. Donc là, on a la version mini. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la version, la version iconique de Mickey, voilà, le Mickey Mouse. Qui, quand vous l'avez dans les mains, en fait, la carte a plein de reliefs partout, plein de petits points de foil, des petits points dorés, un foil sélectif, différentes textures. La carte est magnifique. Voilà, tu vois, tu sens que c'est une vraie grosse belle carte de collection. Et je pense que pour moi, c'est la plus belle carte Lorcana de l'année 2025. Mais je suis ouvert au débat. Il y en a eu d'autres qui étaient très jolies, notamment des enchantés. Mais cette carte-là, quand vous l'avez dans les mains, que vous l'aimiez ou pas, le rendu là est ce qu'il est. Hein, là, il faut savoir apprécier l'illustration de Nicolas Saviori. Mais cette carte-là, elle prend tout son sens quand vous la voyez en vrai, en réel, quand vous la faites jouer justement à la lumière, que vous pouvez donc du coup apprécier toute la subtilité et la composition de la carte. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. On peut y préférer la mini, qui est peut-être un peu moins colorée, mais tout aussi esthétique. Moi, j'ai un vrai coup de cœur pour la Demona enchantée, que je trouve magnifique, que j'ai eu la chance de tirer d'ailleurs. Voilà, vraiment, pour moi, licence des années 90, Gargoyle, dessin animé de l'enfance.
Incroyable de voir Gargoyle dans l'Orcana. Je pense que je m'attendais absolument pas à ça. Je sais même pas que c'était une licence Disney. Et voilà, là, je trouve que l'illustration de Sarah Loyal rend grave hommage au personnage de Debona. Et en plus de ça, la carte, pareil, est très très belle, un très très beau foil. Celle-là, je peux vous la montrer en vrai parce que j'ai eu la chance de l'ouvrir. Et moi, je fais pas spécialement la collection des cartes Lorcana. Mais tu vois, celle-là, je l'ai ouverte et je l'ai gardée et je la trouve vraiment, vraiment très très belle. On a un espèce de foil, je sais pas comment l'appeler, mais en gros, comme une espèce de brume ou de nuage de foil qui se balade partout sur la carte et qui donne un vrai cachet à la lumière. Et ça, pour le coup, toutes les enchantées du set 10 ont ce traitement, celle du set 9 également. Ça marche très très bien, ça rajoute un peu de complexité dans le foil. On a ces espèces de petits traits là qui traversent la carte, qui sont dorés et en relief. Donc voilà, il y a un peu de qualité, à la fois de texture, d'embossage. C'est plutôt très fin. Le Demona ici, qui est écrit en doré, pareil, ça apporte un certain cachet, un côté très premium à la carte. Et voilà, on part de très très loin pour moi sur les enchantés qui, sur les premiers sets de l'Orcana, avaient vraiment la texture Rainbow Foil classique qu'on peut trouver sur les cartes Magic non collectionnables, hein, juste le foil de base. Et voilà, tu te dis, bon, vous vous faites pas chier à côté de ce que fait la concurrence. Et là, je trouve qu'on arrive quand même sur des cartes qui sont bien composées, avec un beau traitement, un beau travail. Donc j'aime beaucoup cette Demona. Est-ce qu'elle est plus belle objectivement que l'iconique Mickey et Minnie? Je suis pas sûr. Mais moi, en tout cas, elle me régale, cette carte. La version des World One New World, celle que je préfère. On peut la voir, elle est très belle aussi, je suis d'accord avec toi. C'est très désirable parce que c'est très cher et très dur à avoir. Qui est effectivement très très belle. Jasmine Aladdin sur le tapis magique avec le fond derrière, on a vraiment le fond de l'Orcana. En fait, à la base, c'est la lune, c'est ça qui est un peu cool. C'est la lune dans le dessin animé ou dans le roman. Et en gros, là, ils ont utilisé la lune pour faire le symbole de l'Orcana dans le fond. La carte a un traitement de brillance assez fou. Mais c'est une carte qui était distribuée en foil seulement aux participants des Worlds. Donc, ouais, la carte est assez dingue. Ouais. Je suis assez d'accord avec vous. Ça, vraiment, regardez sur Internet si vous trouvez des vidéos de cette carte-là. C'est une folie, hein, vraiment, c'est incroyable. Alice Pisoni qui a fait cette carte-là. Magnifique. Et celle-là, c'est Nicolas Saviori. Et donc, évidemment, les deux se rejoignent. Vous pouvez les coller. Allez, je me décide. Pour moi, c'est celle-là, la carte de l'année 2025. Elle représente la nouveauté, elle représente l'envie de l'Orcana d'apporter un petit peu plus d'attrait visuel sur ces cartes de collection. C'est une nouvelle rareté qui est apparue avec le chapitre 9, qui permet vraiment maintenant d'avoir des cartes très désirables dans le jeu, avec un traitement, un travail. Encore une fois, je vous le dis, il n'y a pas que l'illustration sur cette carte-là, il y a vraiment tout... les différents traitements, la qualité d'impression de la carte qui joue et qui rend la carte magnifique. C'est bon pour moi. Mickey Mouse, iconique du chapitre 9. Plus belle carte de l'Orcana. Il y en a plein d'autres qui sont très belles, mais pour moi, c'est celle-là. Altered. Tiens. On va aller sur Altered, la team. Hop. Quelles sont les plus belles cartes sorties d'Altered cette année? Je vous écoute s'il y a des kiffeurs. Moi, de mon côté, je suis complètement fan de Déméter. Voilà, je trouve que c'est une des plus belles cartes sorties cette année. Je trouve la composition dingue. Donc, illustration de Zero Veine, visiblement, que je ne connais pas. Espèce de Mont Fuji là derrière, comme ça, en contrebas, en plongée, avec le ciel derrière et Déméter qui est assis sur son trône et qui domine un petit peu la région derrière elle. Ça, c'est assez dingue pour moi. Mais c'est pas forcément une carte de collection. C'est un petit peu d'ailleurs ce qu'on reproche à Altered et qui va être corrigé avec le 7.5. Il n'y a pas de grosse chase card de désirabilité en dehors des price cards. Là, on peut parler que de l'illustration. Et moi, j'ai envie d'aller chercher des cartes de collection, pas que des belles illustrations. Pour moi, c'est l'affamé. J'aime bien l'affamé aussi, mais je préfère Déméter. Mais je peux vous montrer l'affamé. L'idée ici, c'est évidemment de pouvoir un peu mettre en avant des jolies cartes. On va plutôt prendre l'affamé de Bravos parce qu'il est plus populaire que l'affamé de Izmir. Mais ouais, l'affamé est assez cool aussi.
Le récompense des champions de faction World façon Klimt. Ah, c'est de ça que tu parles. C'est la One of One. Effectivement, World Championship 2025. Je n'aime pas le fond gold. Je suis pas avec vous. Je comprends, la carte est très désirable, très collectionnable, très stylée. Hein. Je comprends qu'on puisse trouver beaucoup d'attrait dans cette carte-là. J'aime pas trop les fonds, les patterns uni-gold. C'est pas ma cam. Donc, t'as bien fait de la mentionner. Je pense que ça fait partie des gros hits collectionnables de Altered cette année. Mais c'est pas ma cam perso, quoi. Moi, je resterai sur Demeter. Hein. Franchement, ça contrevient un petit peu à ce que je disais. C'est-à-dire que la carte n'est pas spécialement désirable. Ça reste une simple rare. Alors moi, j'ai une version unique, foil, qui est un peu plus cool. La carte n'est pas spécialement une carte de collection. On se base vraiment que sur l'illustration. Mais je trouve la carte tellement ouf que pour le coup, ouais, je resterai sur Demeter. Mais par un peu manque de propositions. Voilà, chez Altered, si tu vas pas chercher de la price card de la carte des Worlds, c'est pas évident. C'est pas évident, je trouve, d'aller chercher de la grosse carte de collection. Je pense que tout ça, justement, ça va changer avec le set numéro 5 qui sort en février chez nous. Tiens, c'est quoi la carte Pokémon la plus stylée de 2025 ? On va s'intéresser aux séries occidentales, hein. Je pense que ça va être plus simple. Nostanfer de la Team Rocket est pas mal dans Pokémon. Je le trouve très joli aussi, mais ce serait pas mon préféré. Tu veux quand même que je le montre peut-être ? Ouais, c'est ça, c'est Rivalité Destinée. Toi, tu parles de celui-là, que j'adore. Je trouve très très cool. Effectivement, le Nostanfer de la Team Rocket, là, je trouve assez insane, ouais. Je crois pas que ça soit la plus belle carte Pokémon de 2025. En tout cas, c'est pas la mienne. Mais je l'aime beaucoup aussi. Illustré par qui, celui-ci, le petit pote ? Kochi, je crois. Ok. Le Pikachu couronne stellaire, pareil, c'est pas mon préf, mais je peux le montrer. Ici, moi, j'aime beaucoup le OO, mais c'est personnel, et surtout, pour moi, la plus belle carte de destinée, destinée rivale, c'est ça ? Ouais, destinée rivale. Pour moi, c'est le Sulfura. Sulfura X de la Team Rocket, incroyable. Si vous avez la carte en vrai, le pattern holographique de la carte, c'est une folie furieuse. J'ai arrêté de collectionner Pokémon, j'ai pas acheté de Pokémon en 2025. Cette carte-là a failli me faire flancher. Cette carte-là, j'ai failli la cliquer au Japon parce que vraiment cette espèce de Sulfura qui prend toute l'image comme ça, avec le foil qui est magnifique, tout le cadre est un peu argenté, texturé, un peu stylé. T'as vraiment le Sulfura qui brille de mille feux sur toute la carte. Grandiose. Ça, grandiose. Mais on a fait plus beau pour moi cette année. Voilà, celui-là. Ce que j'aime bien dans ce Pikachu, c'est le cadre, la frame qui est multicolore, qui change de couleur. On passe du bleu au vert, au jaune, au rose, et on revient sur le bleu comme ça petit à petit, de manière fondue. Il y a un côté arc-en-ciel qui me plaît dans la composition. Mais alors les Pokémon Crystal avec leur couronne de joyaux là, c'est pas pour WAM, je vous le dis. Et sans faire offense à Ghidorah qui a fait une belle illustration, c'est pas le débat. Juste, la DA, le choix de design ne me plaît pas. Pareil pour le Noctali qui est sorti en 2024. Hein. Le Noctali de Eevee et Rose, qui est quand même très belle. La carte est très belle, attention. Mais ça me fait un peu chier ce côté cristal. Mais pareil, la composition de la carte est dingue. J'aurais pu prendre cette carte-là, non pas pour le côté cristal et l'illustration du Pokémon, quand bien même par contre le fond est magnifique, toute la DA d'ensemble est cool. J'aime pas le côté cristallin du Pokémon et le fait qu'il ait une couronne sur la teuté, quoi. Mais tout le reste, par contre, c'est très beau. Je peux rien dire. Il est vraiment pas beau le Pikachu. Vous êtes dur, je vais pas dire qu'il est pas beau, mais c'est pas ma cam. Je crois que la plus belle illustration cette année, c'est lui. Hein. Lui, il a matrixé les gens. Franchement, le Dracofeu de Dan Xiao, le méga Dracofeu X avec la triplette d'évolution Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, méga Dracofeu, Shiny, noir avec les flammes bleues comme ça.
Le tout avec un côté un peu crayonné. Pareil, vous n'avez pas les effets de brillance de la carte. Mais la carte brille de mille feux, la frame, le contour de la carte. Il y a une espèce de côté un peu... ceux qui s'y connaissent en horlogerie, c'est ce que j'aime beaucoup là dans Pokémon en ce moment. Est-ce que vous voyez les boîtiers, les fonds de boîtiers des montres faites en météorite? C'est généralement pour de l'horlogerie un peu complexe, c'est des grosses marques un peu à la Omega. Ils font des fonds de boîtier en météorite et donc ça donne un espèce de gris un peu brillant, un peu texturé, un peu frotté. C'est magnifique, c'est très très cher. Et sur les cartes Pokémon, le contour gris là que vous voyez sur la photo, mais en fait il est très texturé et très pétant, très brillant. Et il y a un petit côté, je trouve, hein, il y a un petit côté un peu météorite qui me plaît beaucoup. Je sais pas si je peux pas vous le montrer comme ça. Ouais, là vous allez voir un peu. Vous voyez là, toute la carte est très texturée. Il y a vraiment, comme tu dis, Piocyanine, une dualité de couleurs qui est exceptionnelle, entre vraiment tout le bleu qui prend en haut de la carte dans la diagonale gauche, et ensuite le rouge, justement iconique du personnage de Dracofeu en bas à droite avec les 3 évolutions. Et vous voyez là ce que je vous disais, le côté gris, quand vous avez la carte en main et que vous la faites jouer à la lumière, c'est hyper fin, hyper complexe, hyper brillant, hyper pétant. Il y a un petit côté météorite qui, je trouve, rend très très bien sur les nouvelles cartes Pokémon. Oui, c'est vrai que la version japonaise est encore plus prisée parce que le texte de la carte est plus court et donc ne cache pas la tête de Salamèche. C'est vrai. C'est vrai qu'elle est un peu plus jolie. Déjà parce que je trouve aussi que les couleurs en japonaise sont toujours un peu... Le foil est encore plus pétant que pour les versions européennes. Et effectivement, on a ici le Salamèche qui peut s'exprimer librement. Il n'est pas bâillonné par le texte, c'est vrai. Est-ce que cette carte-là est plus belle que le Sulfura? J'ai un vrai doute. La carte est folle. J'aime beaucoup. J'ai un doute. Sur le Dracofeu ou le Sulfura. Voilà. Je vous le dis. Je dirais quand même le Dracofeu. Je crois que la dualité de couleurs, comme ça, la composition, l'illustration, le côté crayonné en plus sur les Pokémon qui fait vraiment... En fait, ce que j'aime bien là aussi, c'est que ça fait pas screen d'un dessin animé. Il y a un vrai côté peinture artistique. Je crois que je vais run pour le Dracofeu. Alors, One Piece, j'ai plein de cartes. Là, pour le coup, en 2025, j'ai plein de cartes que je trouve exceptionnelles. Les SP-OP11, Marco PRB2. Ah, ok, c'est les versions vitrail. Ok, je vois. J'aime beaucoup la Sanji, notamment. Ouais, pas mal. Pas mal, ouais. Et on a notamment, je pense, les 2 Nika. Alors moi... à la base, je préfère les cartes argentées que les cartes gold. J'ai dit que j'aimais pas les cartes gold, mais alors le Nika Gold. Le Nika Gold. Le Monkey D. Luffy Gear 5 Gold SP Alternative. Sorti en début d'année 2025. Nouvelle rareté incluse dans One Piece Card Game. Venue de nulle part. Exceptionnel. Exceptionnel. Et je pèse mes mots. Et là, pareil. Si on met de côté l'illustration, qui est scalée, c'est une illustration qu'on connaît, qui est reprise de l'animé. Voilà, on doit ce chef-d'œuvre à mettre Eiichiro Oda. Il y a moins de travail d'illustration que sur une autre carte. C'est plus un travail de composition. Mais alors, le traitement. Je pense que les gens n'imaginent pas la qualité de production de cette carte-là. Le nombre de traitements, c'est de l'orfèvrerie, hein, vraiment. Tous les liserés dorés, toutes les textures de foil appliquées, les embossages, le relief. Je pense que vous n'imaginez pas la folie visuelle que c'est cette carte quand vous la voyez en vrai. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est pas ma carte préférée, mais je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est grandiose. Cette Nami promo tournoi avec Luffy et Zoro derrière, nostalgie, vibe One Piece des débuts, carte qui appelle à l'aventure, travail, traitement exceptionnel, les liserés dorés comme ça qui entourent la frame, donc qui composent le cadre de la carte, c'est d'une finesse. Pareil, je ne sais pas comment on fait pour produire des cartes de cette qualité-là, avec ce travail de texture et d'embossage en série,
en milliers d'exemplaires. Je ne comprends pas comment One Piece et Bandai font pour imprimer ça. Ça n'a aucune commune mesure avec n'importe quel autre TCG qui se fait dans l'industrie en termes d'attractivité visuelle. Cette carte-là, moi, je la trouve fantastique, à tel point que je me la suis offerte et que c'était pas donné. Donc ouais, moi j'ai un petit délire sur cette carte-là. Autant pour la frame que pour l'illustration, que pour ce qu'elle évoque, que pour la période de One Piece, que pour voilà, pour tout ce que vraiment tout ce que compose cette carte-là, quoi. Je trouve que la carte est folle. Alors évidemment, si on s'approche des price cards top 8 et compagnie, bon bah là on va monter dans des prix et dans une désirabilité qui est plus haute. Mais celle-là, visuellement pure et dure, si on nommait la cote, je trouve que c'est la plus belle. Donc voilà, ça pour moi, ça fait partie des très très belles cartes sorties. Mais je crois que la carte la plus désirable, en tout cas celle dont j'ai carrément parlé dans un podcast multi-TCG cette année, qui fait partie vraiment des cartes les plus exceptionnelles pour moi, que j'aurais dû cliquer plus tôt et que j'ai pas cliqué à l'époque, et je m'en veux énormément, c'est la Luffy manga Gear 2. Hein. La Luffy manga Gear 2, qui pareil, en termes de composition, bah voilà, c'est les cartes manga, donc avec des pages du manga d'Eiichiro Oda qui sont derrière, qui composent l'arrière-plan avec le personnage lui au premier plan, qui lui n'est pas foil, qui est vraiment un peu laser, un peu verni, un peu comme un glaçage qu'on a dans les Enchantés de Lorcana, avec beaucoup de textures et de différents reliefs, comme si les pages du manga, tous les noirs étaient un peu creusés. Pareil, le Monkey D. Luffy qui ressort en doré, ça pareil, vous le voyez pas parce que j'ai pas la carte entre les mains et parce que c'est une photo, mais il y a énormément de travail sur cette carte-là. Et ouais, je la trouve vraiment, vraiment grandiose, quoi. Je trouve ça complètement fou. Et donc là, voilà, vous voyez un petit peu comment ça rend. Vous avez quand même tous les textes qui, eux, ressortent un peu pétants en gold. Il y a pas mal de textures en vrai sur le fond de la carte et tout le côté manga, mais qui ne se voit pas forcément sur cette photo-là. Évidemment, la carte est brillante. J'aime beaucoup que le personnage au premier plan ait beaucoup de fumée qui cache un petit peu le côté manga. C'est un peu moins... vraiment le personnage posé sur un livre comme sur les autres cartes manga. Donc j'avoue que je suis quand même très très friand de celle-là. Je vais vous chercher la Gold de Nika parce que c'est vrai qu'elle est quand même assez exceptionnelle aussi. Voilà, là vous avez la version Gold Nika sortie dans OP11. SP alternatif, c'est plus rare qu'une manga. Hein. Ça vaut entre 2000 et 5000 euros selon la langue. C'est vraiment un hit qui vous stratosphérise quand vous offrez ça. Master Affinity, tu dis que c'est too much. Moi, je suis team too much aussi quand je vois des espèces de... Tu sais, à la Dragon Ball Heroes au Japon, où tu as vraiment des espèces d'effets, tu sais, un peu des effets de manga, des trucs qui illustrent les attaques parfois, ou l'énergie des personnages, un peu doré qui passe partout sur l'illustration. Je trouve aussi que c'est trop. Mais celle-là, il y a un côté, tout est fin. Tu sais, c'est plein de petits points, tout est très détaillé. C'est pas juste des gros liserés dorés qui passent un peu partout sur la carte. Il y a un petit côté travail, vitrail, broderie. Effectivement, Resdo, tu mets les mots, qui rend la carte beaucoup plus fine que juste l'espèce de bouillie visuelle qu'on peut avoir notamment dans Dragon Ball Super Card Game ou Dragon Ball Heroes, où là, pareil, voilà, c'est un peu des effets de foil de partout, la carte brille de mille feux, mais c'est un peu plus grossier. Là, voilà, il y a un petit côté vitrail, artisanat qui me fascine un peu en fait dans cette carte-là. Et pareil, qu'on soit capable, que ces cartes-là soient capables de sortir d'usine, donc c'est-à-dire être usinées en même temps que des millions de cartes mises dans des boosters, et on arrive avec ce rendu-là qu'on ouvre d'un booster qui a été mis en boîte et qui fait partie d'une chaîne de production de milliers de millions de cartes. Ben, je ne connais pas d'autres TCG qui est capable d'avoir un rendu comme ça. Je ne sais pas comment ils font ça. C'est personnel et pas forcément très objectif. Hein. Je crois que la plus belle carte de One Piece Card Games cette année, en 2025, c'est cette Monkey D. Luffy manga, parce que pareil, ça me ramène une époque de One Piece que j'aime.
C'est la première fois que Luffy passe en Gear 2. C'est un peu le climax, un des climax scénaristiques ou émotionnels d'un arc qui est hyper important, en plus l'arc Enies Lobby. Et non, ça se poule dans des boosters classiques, Reisdo, ce que je te montre là. Et j'avoue que moi, c'est la carte en tout cas qui est la plus désirable pour moi, quoi. On passe à Flesh and Blood. Et pour le coup, je suis déjà sur une carte que je trouve exceptionnelle pour Flesh and Blood, mais je suis ouvert au débat si jamais vous voulez discuter, me proposer d'autres cartes. Moi, cette année, la carte qui m'a le plus marqué, c'était pendant la sortie de The Hunted, qui était donc début d'année, fin février, je crois, parce qu'on cherchait du The Hunted au Fige à Cannes en mars, et je trouve que l'Extended Art de Shelter from the Storm de Ryo Sabda, c'est une carte qui m'a hanté. Voilà, j'ai pas d'autres mots, j'ai pas d'autres termes. Quand je l'ai eu en main, parce que Lancelot est notamment venu chez moi et me les a montrés, cette carte-là, ce côté, on a beaucoup de place pour une illustration qui est sublime, mais on conserve une frame, ce qu'on appelle les extended art. Et moi, vous savez à quel point la frame, ça a de la valeur, ça amène de la singularité. Au premier coup d'œil, on sait de quel TCG vient ta carte. Et j'aime pas juste les arts étendus qui unifient tous les TCG les uns avec les autres. C'est ce que j'ai pu reprocher notamment à certaines cartes dans Magic ou à certaines cartes dans l'Orcana. Là, on laisse plus de place à l'illustration, ce qui peut avoir de la valeur, mais en même temps, on conserve cette frame si emblématique qui nous montre instantanément qu'on a affaire à Flesh and Blood. Donc l'Extended Art, pour moi, c'est un peu le meilleur équilibre visuel de ce qu'on peut proposer. En tout cas, c'est singulier, c'est mémorable. C'est comme une manga dans One Piece. Ok, tu vois cette carte-là, tu sais que c'est du One Piece, que tu connaisses le personnage ou pas, c'est hyper reconnaissable. Alors que si je te montre la Sephiroth qu'on a vue en début de vidéo, qui est juste un art étendu, bah en vrai, tu sais peut-être pas que c'est du Magic. Et ouais, ça c'est ce que j'apprécie dans cette carte-là. Et voilà, je trouve la carte exceptionnelle. En plus, c'est une pirate qui tease un petit peu le prochain set, qui allait être le set Bunger de l'année. Donc j'ai même plus son nom. Comment il s'appelle le set pirate? Putain, j'ai acheté 9 displays. Comment je peux oublier ce set-là? Le set avec Gravy Bones et les packs trésors. Ices. Merci. Putain, t'as raison. La Sync Below est dingue. Sync Below Extended Art aussi, sorti cette année. Promo Silver Edge, seulement distribué en Nouvelle-Zélande pour le Blue Project à l'époque, avant que ça s'appelle le Silver Edge. Sync Below comme ça avec l'illustration de c'est Simon Dominique, je crois. Monumental, pareil, foil sélectif, très très joli. Extended Art avec la frame de Flesh and Blood. Ça c'est dingue. C'est beau, hein, carte Nexus. Hein. Allez lister vos cartes. On a un point d'exclamation carte Nexus sur le chat ou lien dans la description. Vous pouvez vous créer un compte avec notre lien affilié, ça nous soutient. Pour tous les TCG. Ah, Sync Below, c'est grand quand même. Il y a d'autres cartes. Comment je peux les trouver, Lancelot ? Je sais que tout le monde n'en est pas fan, mais j'aimerais bien les montrer parce que pour moi, elles sont largement dans mon top des plus belles cartes de l'année. C'est le coffret promotionnel Flesh and Blood, donc LSS, qui était distribué pour le Calling Singapour, je crois, où tu vois les héros iconiques en version Marvel qui sont en train de se faire plaisir à la plage et à la piscine. Tu vois, hyper absurde, hyper détourné, des personnages qui vivent dans un univers un peu ruste, médiéval et tout, mais avec un code couleur très chatoyant en mode plaisance. Et j'avoue que ces cartes-là, moi, elles me plaisent beaucoup. Beaucoup. Les skins League of Legends. Ah ouais, toi tu trouves que c'est des skins League of Legends? Peut-être. Mais moi j'aime beaucoup, je les trouve magnifiques. Encore une fois, il faut voir que du coup c'est des Marvel, avec donc un traitement cold foil, hyper texturé, avec voilà, beaucoup d'effets de brillance, mais j'adore moi. Ah ouais, ça te fait vomir, tu les détestes ces cartes-là? Tu les as pas récupérées? J'adore, je les trouve incroyables. Je vais vous montrer la Kassai. Ça fait partie des plus belles cartes sorties de l'année pour moi, sorties cette année pour moi. Il y a Victor aussi qui lui est sur sa bouée comme ça, là, comme un gros bébé. Moi je les aime bien ces cartes-là. Moi ça sera pas devant. Vas-y, je vais mettre le Sync Below. La carte me plaît beaucoup. Sync Below, plus belle carte de Flesh and Blood en 2025. On passe maintenant au dernier TCG, Star Wars Unlimited, la team.
J'avais tapé Ren Amidala parce que je trouvais que la carte de Ren Amidala était un peu ouf, un peu incroyable. On a notamment cette version-là en Hyperspace Foil, que je trouve très très cool. Mais on a des cartes de collection un peu plus cool. Une que j'ai beaucoup aimée, moi, c'est la Kylo Ren version Showcase. Version Showcase du leader. Celle, il faut la voir en vrai, hein. Le sabre rouge comme ça qui éclabousse un petit peu la rétine avec le personnage que je trouve vraiment bien dessiné. On reconnaît bien Adam Driver. Le fond est un peu simpliste, mais bon, en même temps, c'est juste son combat contre Rey dans le set, dans la forêt enneigée. Voilà, j'avoue que cette carte-là, pour l'avoir eue dans les mains, elle était vraiment visuellement très attrayante, elle me plaisait beaucoup. Est-ce que c'est ma plus belle carte de collection Star Wars de l'année 2025 ? Je sais pas. Il y a aussi je dirais peut-être la Dark Vador que j'ai un peu fantasmé aussi. Pas en leader, en unité, en version sérialisée Prestige. Ouais. Darth Vador, c'est la sérialisée Prestige aussi, elle est un peu cool quand même. Elle est un peu très très cool. Je l'aime bien moi ce Darth Vader sérialisé. On a aussi le Anakin champion de Mortis qui était vraiment très très cool. Cette carte là elle est belle, mais pareil je trouve le fond est peut-être pas assez... C'est des cartes désirables parce qu'elles sont sérialisées. C'est un peu le problème de Star Wars, à l'instar d'Altered, ils sont pas aussi prolifiques sur l'aspect collection que peuvent l'être One Piece, Pokémon, Magic. Même Flesh and Blood, je trouve, s'en sort un peu mieux. Et donc ouais, sur Star Wars, je crois que c'est plus le côté, le personnage est iconique qui va parler aux gens, plus que voilà, la composition de la carte qui reste forcément un peu en retrait de ce que vont faire les autres jeux. Il y a plein de cartes promotionnelles aussi qui sont très belles, mais que malheureusement je connaîtrais pas, quoi. Ah, les conventions exclusives, elles sont belles. Les conventions exclusives, la Dark Vador est très belle, mais je crois qu'elle est sortie en 2024. Celle-là, elle n'est pas sortie en 2025. Ouais, c'est 2024 convention. Les promos de 2025 avec le Dark Vador et la frame un peu vintage, années 90. Moi, je me souviens que j'avais des cartes Star Wars dans les années 90 comme ça, des collectibles qui ressemblaient à ça avec le côté hyper espace derrière qui est pas mal. Pourquoi pas. Je suis moins collectionneur sur Star Wars, donc là je me rencarde un peu. En vrai, j'ai pas une vision globale de tout ce qui est sorti. Et donc je voudrais pas passer à côté de quelque chose. Je regarde un petit peu toutes celles qui sont sorties. Dans le Judge Programme, ok. Parce que je sais quelles sont les cartes qui sont sorties en série, mais pas les promos. Le Devastator, je l'ai gagné à mon Store Showdown. Tu vas faire aussi le TCG Riftband. J'ai pas pensé, on va faire Riftband, bien sûr. Bien sûr qu'on va faire Riftband. Putain, je l'ai oublié, quoi. Ah, il est hyper récent, donc... Moi, celle qui m'a le plus marqué, hein, ça restera la Vador. En foil, elle est assez jolie. Le fond est uni et simple, mais du coup met vraiment en valeur le personnage avec le sabre laser qui passe devant lui comme ça. J'aime bien. Assez iconique en fait, c'est ça. Voilà, la carte est assez iconique. Je trouve que elles sont moins belles que ce qu'on avait dans le set 1. Moi, j'ai toujours mes cartes de collection Star Wars set 1 que je trouve très très jolies, mais celle-là est pas mal. Sans grande conviction, par manque de connaissances, j'élirai cette carte-là, plus belle carte de collection de Star Wars Unlimited en 2025, en omettant peut-être toutes les promos tournois qui en main sont peut-être très 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 belles. Mais voilà, celle-là, 7-5, qui pour moi est un peu le set de l'année, celui qui a donné le plus d'engouement au jeu. Ok, on arrive sur Riftband. Plus belle carte de Riftband cette année. Pareil, je connais pas toutes les promos qui ont pu être distribuées. Je sais qu'il y avait un coffret promotionnel en Chine qui est sorti vraiment en amont. On a le pack championnat du monde qui propose une version alternative de Timo que je trouve pas particulièrement magnifique. Donc dans tous les cas, je l'aurais pas mis. Je crois que je vais me concentrer pareil sur les cartes qui sont sorties dans la série 1 de Riftband.
Moi, j'adore cette version alternative de Kai'Sa, je la trouve magnifique. Et si jamais je devais jouer le deck, bah, je pense que je prendrais mes Kai'Sa champions dans cette art-là. Je la trouve beaucoup plus stylée que la Kai'Sa classique. Là, c'est la Kai'Sa signée qui est pas mal. J'aime beaucoup la Jinx aussi, moi. N'ayant vu que la saison 1 de Arcane, bah forcément, le personnage est iconique pour moi. La Harry signée, je sais que c'est un peu la carte la plus prisée du marché de la collection. Effectivement, on le voit, hein, sa valeur 1470 € sur la Harry signée. Ah, qu'elle est jolie cette carte aussi. Hein. Je sais pas pourquoi. Ah, je vais mettre les pieds dans le plat, hein, pardonnez-moi. Hein. Je trouve l'illustration du personnage hyper charismatique. Vraiment, le personnage, la Harry, il est grave en aura farming avec les yeux hyper. Ah, tu sens qu'elle va te dérouiller, quoi. Mais j'aime pas le fond de la carte. J'aime pas le code couleur de la carte. Pour la carte la plus désirée, la plus collectible de Riftband, j'aime pas la proposition, la direction artistique de la carte, la composition de la carte. J'aime pas le fond, en fait, de la carte. Ce qui fait que j'ai pas envie de la mettre. Je comprends pas trop cette espèce de. Peut-être que pour ceux qui connaissent, ça fait sens, hein, avec. Peut-être que pour vous, ça fait sens avec ceux qui connaissent l'univers du personnage. Mais moi, là, juste en termes de pure esthétique, d'attrait visuel, de code couleur, ça marche pas sur moi. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de la mettre, pour le coup, dans ma carte préférée de cette année, quoi. Ouais, je suis d'accord. Hein. Je crois que la Jinx Néon, pour moi, c'est. Ouais, c'est elle. Illustration de Shun Yang. Le côté très néon, code couleur, qui est quand même beaucoup plus cohérent, je trouve, cette fois-ci. Qui va bien avec le personnage. Le côté violet, bleu électrique, bien pétant, bleu nuit. Ça s'assemble, je trouve, dans un tout un peu cohérent. Le côté un peu peinture du personnage. J'ai eu l'occasion de voir la carte en non signé, mais en foil, en vrai, pour le coup, elle est assez pétante aussi, quoi. L'aura farming, c'est le charisme du personnage. À quel point, quand tu vois le personnage, il t'inspire un sentiment de grandeur, de puissance, de charisme. La pose est bizarre, cela dit. Bah, elle est en mode full décontracte, quoi. Je crois que je mettrais cette carte-là. Si je pouvais choisir une carte de collection dans Riftband à rajouter à ma collection, parce que pas forcément, j'ai pas d'attrait pour l'instant pour Riftband, parce que je connais pas trop la saga League of Legends. Si je devais choisir une carte, je prendrais la version Jinx signée, je pense. Ça me va pour moi en tant que néophyte de choisir Jinx. Donc maintenant qu'on a choisi Miles Morales pour Magic, la Mickey iconique pour Lorcana, Demeter pour Altered, Méga Drac au feu X de Flamme Fantasmagorique pour Pokémon. Pour One Piece, on a pris la manga EB2 de Luffy. Sing Below, convention exclusive, art étendu pour Flesh and Blood. Dark Vador sérialisé sur 250 exemplaires, prestige de Star Wars Unlimited. Et enfin, Jinx signé légende de Riftband. Quelle est la plus belle carte de collection sortie en 2025 ? Je pense que OP est intestable si on prend juste un recul objectif sur la qualité des traitements de la carte, mais OP va être testable sur d'autres sujets, les illustrations. Je pense que Magic, Flesh and Blood notamment ont rien à envier à One Piece si on parle purement d'illustration et pas qualité de carte, qualité de traitement foil. Et OP est testable dans le sens où tu peux préférer la licence par exemple de League of Legends ou la licence d'Alterd par exemple. Donc, si on s'attache à raisonner subjectif et multicritères, OP est testable à tous les niveaux, quoi. C'est juste que si on devait faire un top objectif des cartes les plus travaillées en termes de technicité, d'application de foil, de texture et d'embossage, bah dans ce cas-là, oui, One Piece serait pas testable. Mais là, c'est testable. Parce qu'on peut largement préférer une carte Flesh and Blood qu'une carte One Piece. Il y a un truc qui est un peu tronqué et biaisé, c'est que c'est aussi la carte la plus chère du top. Donc est-ce qu'on se fait avoir par le prix ? Probablement, ça a aussi une valeur. La rareté, le prix de la carte fait aussi l'attrait collection qu'on peut en avoir. Pas pour tout le monde n'est pas sujet à ça, mais une grande partie d'entre nous, on est aussi un peu sujet à ça. Et c'est vrai qu'il faut essayer de décorréler le fait que cette carte-là, maintenant, elle a explosé et elle coûte très très cher.
ça en fait pas forcément une carte plus belle, elle est juste plus désirable, quoi. Le problème de Pokémon, c'est pas tellement la qualité, en tout cas la diversité des traitements et l'attrait visuel, parce que pour le coup, il y a beaucoup de textures, les foils sont sélectifs. Je trouve que le cadre et la frame pardonnez-moi, excusez-moi, est vraiment très cool. C'est juste que les cartes sortent pas toujours dans de très bons états, les découpes sont pas parfaites, il y a pas mal de points blancs. Ce que One Piece n'a pas, mais pour le coup, ce que beaucoup d'autres TCG ont. Donc, je veux dire, je vais pas faire ce procès-là à Pokémon, alors qu'il y a Magic et d'autres jeux qui produisent pas aussi bien que One Piece. Mais en termes de collectible, je trouve que ce méga Dracofeu, quasiment personne l'a cité. Je pense que parce que vous n'êtes pas dans le game de la collection Pokémon. Mais la carte est folle, hein. J'hésite entre deux cartes, je vais être très sincère avec vous. J'adore la Miles Morales, mais j'hésite pas avec. Je collectionne pas du Magic, donc vu qu'à la fin, le choix est purement subjectif, elle sera pas forcément la plus belle parmi ces cartes, mais en tout cas celle que moi je désire le plus. Et pour le coup, ça sera pas la Miles Morales, même si je la trouve très cool. Ça sera pas la Mickey Mouse, parce que je collectionne pas spécialement l'Orcana non plus, même si vraiment pour ce qu'elle a accompli dans l'Orcana, cette carte-là, elle est importante en 2025. Ça sera pas la Déméter, parce que voilà, malheureusement, ça manque de désirabilité, quand bien même je trouve la carte magnifique. Ça sera pas Dracofeu, parce que vous l'avez compris, c'est un énième Dracofeu, il y en a tous les ans. Il y en a plein des belles cartes Pokémon. Peut-être qu'effectivement, la Moltres est un peu plus sous les radars, c'est vrai. Ça sera pas la Star Wars, parce que pareil, je trouve que les cartes de collection manquent un peu de désirabilité, de propositions un peu iconiques en termes d'attrait visuel, même si j'aime bien. Ça sera pas Jinx, parce que je connais pas assez l'univers de Riftbound, donc bon, je suis pas spécialement collectionneur de Riftbound. Donc moi, j'hésite énormément entre Sing Below et Luffy, hein, la team. Et cette Sing Below, c'est vrai que celle-là et le Shelter Extended Art, c'est des cartes qui m'ont vraiment matrixé toute l'année, que j'ai essayé de récupérer à certaines périodes, donc je les ai, tu vois, genre de manière organique désirées, quoi. Le côté illustration étendu, ça se valorise tellement. Les deux ont tout ce que j'attends d'une carte de collection, c'est-à-dire que elles sont singulières, on reconnaît directement le TCG dans lequel elles émergent. Sing Below, tu vois tout de suite que c'est une carte Flesh and Blood. One Piece, tu vois tout de suite que c'est une carte One Piece. Ils ont vraiment, avec les mangas, créé leur propre image. C'est iconique maintenant, une manga dans One Piece, et c'est ce que j'attends d'un TCG, d'être capable d'imprimer quelque chose de différent des autres TCG. Les deux cartes sont hyper charismatiques. L'une parce que l'illustration de Simon est divine, sublime, la palette de couleurs est exceptionnelle, le personnage au premier plan est charismatique de fou. Donc voilà, les deux cartes sont très très cool là-dessus. Celle-là, c'est moins l'illustration que la scène emblématique du manga. Je vais dire, l'illustration, elle vient d'Eiichiro Oda avant tout. C'est pas un illustrateur qui a redessiné la carte. Ça reste une image tirée du manga, et c'est pas la qualité d'illustration qui compte ici, mais l'assemblage, le collage qui en a été fait, le parti pris du design qui marche très très bien ici. Je trouve que notamment la partie supérieure gauche de la page de manga avec le regard de Luffy, qui peut manquer sur le personnage principal, le fait qu'il ait la tête baissée, on voit pas son regard, et tout, les émotions, le charisme passent notamment par le regard, et ils ont réussi à trouver cet équilibre parfait où le personnage ne te regarde pas parce qu'il est dans une de ces scènes les plus iconiques de l'histoire de One Piece, mais on te met quand même le personnage et son regard en haut à gauche pour que la carte ait l'impact émotionnel qu'elle doit avoir. Donc voilà, sur ce plan-là, les deux ont exactement ce que j'attends. C'est des cartes rares, difficiles à avoir, et ça fait partie, n'en déplaise à certaines personnes, des critères qu'on peut attendre d'une carte de collection. Cette carte-là, c'est une carte promo exclusive distribuée seulement à un événement en Nouvelle-Zélande. Donc, je veux dire, il faut faire importer la carte si tu la veux. Ça la rend forcément un peu collectible, un peu désirable. Elle raconte une histoire. Quand tu montres cette carte dans ton classeur de collection à quelqu'un, tu dis, ah bah voilà, ce Sing Below, c'est le Sing Below du Blue Project, seulement distribué en Nouvelle-Zélande. C'est aussi ça, ce que racontent les cartes, ça a de l'importance. Et cette carte-là, c'est la carte manga de EB2, la Chase Card. C'est des cartes qui sont très difficiles à toper, donc très désirables, avec un certain prix. Très peu de gens sont capables d'avoir ces cartes-là. Et donc ça, c'est aussi un argument à mettre à son crédit. Donc voilà, les deux ont ce qu'on veut, quoi. Attrait visuel, rareté, joli traitement, singularité.
Elles représentent leur TCG, elles sont pas vanilles entre guillemets. Et je crois que c'est Luffy qui va gagner la team, hein. Je crois que c'est Luffy qui va gagner parce que c'est un peu unfair de vouloir rivaliser avec une des plus grosses licences du monde, malheureusement. La pauvre Sing Bilo qui est un personnage qui est juste moins iconique, moins emblématique, qui parle moins, qui m'amène moins de souvenirs, moins de nostalgie que ce que Luffy dans cette position de Gertou peut amener. Mais c'est complètement subjectif, voire pas très très fair-play comme comparaison, mais c'est la vérité. Cette carte-là est celle que je désire le plus. C'était peut-être un peu prévu depuis le début, mais je trouve que ce qui était important, c'est pas le résultat, c'est plutôt le chemin, et c'est plutôt de savoir comment est-ce qu'on en arrive à ce résultat-là, tu vois. Cela dit, attention, One Piece, dans 4-5 ans, les Luffy iconiques, ça sera les nouveaux Dracofeu, donc Molo. C'est possible, Master Affinity, mais c'est pour ça qu'il faut en profiter maintenant. Parce que quand ils nous auront sorti Luffy à toutes les sauces, on appréciera peut-être moins Luffy. Comme actuellement, on déprécie peut-être un peu les Dracofeu. Là, on est encore au début du jeu, et pourtant, des Luffy, on a déjà une tête à chier. Mais celle-là, voilà, c'est Luffy dans un mood particulier, dans une position particulière, qui est vraiment pour moi la scène un peu emblématique de One Piece, dans une période de One Piece qui est un peu pour moi à son apogée. Ouais, je saurais apprécier ce Luffy à sa juste valeur, même dans 5 ans. On se doutait du résultat, mais c'est le voyage qui compte. Et c'est ça qui fait plaisir. C'est ça qui fait plaisir. En tout cas, merci d'avoir participé avec moi, d'avoir échangé, d'avoir discuté, de m'avoir proposé des cartes, de m'avoir fait réfléchir peut-être sur certaines cartes. Je trouve que c'était cool de se prêter à l'exercice. Ça n'a aucune valeur de vérité, vraiment. Qu'importe la carte que vous préférez cette année, vous avez bien raison, du moment qu'elle vous plaît à vous. C'est le principal. Moi, je crois que c'est cette carte qui m'a fait le plus envie cette année-là, et c'est bien comme ça, quoi. Voilà la team, je pense qu'on va se laisser là. En attendant, prenez soin de vous. Passez de bonnes fêtes pour ceux qui ont encore des repas de Noël, des repas de famille. Merci à tous d'avoir été là ce matin. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde, à plus.